Donc nous allons pouvoir recommencer nos travaux et la première session qui est plutôt dédiée sur la question de la recherche. On commence avec Melpomene Papadopoulou, qui est le maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Tours et qui va nous présenter Penser l'accessibilité numérique dans une FOAD, c'est formation ouverte et à distance. À toi. Merci beaucoup François. Bonjour à toutes et à tous. Donc merci pour l'organisation et merci beaucoup pour l'invitation. Donc nous commençons une série de présentation des résultats des travaux de recherche sur la question qui a été proposée par les organisateurs de la journée: comment concevoir des enseignements pour tous. Donc lors de cette communication, je vous propose de réfléchir ensemble sur l'accessibilité numérique dans le cadre de formation ouverte et à distance. Donc l'accessibilité numérique est ici traitée comme une stratégie éducative profitable à tous les apprenants, à besoins spécifiques ou non. Donc la question posée est la suivante: quelle démarche le formateur doit-il mettre en place pour permettre l'accessibilité numérique dans une formation ouverte et à distance? Comment rendre accessible l'intégration du savoir, donc l'apprentissage à tous, dans une formation ouverte à distance, dans l'enseignement supérieur, donc c'est-à-dire avec un public d'adultes en formation initiale ou continue. C'est donc la question de l'accessibilité numérique pour donner accès au savoir dans le contexte d'une FOAD que j'essaierai de développer ici. Donc notre quotidien, Pascal l'a dit très très bien, est en permanence traversé par le numérique, que cela soit dans notre vie professionnelle, dans nos démarches pratiques, dématérialisation notamment croissante des services administratifs, dans nos loisirs, mais aussi dans les moments de formation, avec notamment l'enseignement à distance. Donc l'hyperprésence du numérique s'impose ainsi naturellement. Or, cette forme de naturel, d'évidence, doit être questionnée. Donc, l'accessibilité numérique devient un enjeu central, et ce, pour tout public. Et donc, pourquoi pour tous? Je ferai un détour par le contexte législatif sur la notion du handicap qui peut éclairer notre approche globale que je vous propose ici, visant l'inclusion de tous dans leur démarche de formation. Donc en 1980, la classification internationale du handicap de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, présentait des entrées par les déficiences, incapacités ou désavantages, soit principalement en lien avec la maladie et la santé. 20 ans plus tard, en 2001, l'OMS propose une nouvelle classification, la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, qui dépasse une entrée par les seules déficiences pour prendre en compte et de façon multidimensionnelle la situation de la personne, en lien avec des facteurs environnementaux et personnels, ou encore avec le contexte d'activité dans lequel elle évolue. Donc la bascule s'opère d'une représentation de la personne dite handicapée, donc responsabilité individuelle, à une représentation de la personne en situation de handicap, donc responsabilité environnementale et donc sociale. Il s'agit donc de prendre en compte de façon globale la situation de la personne en lien avec des facteurs environnementaux et personnels ou encore avec le contexte d'activité dans lequel elle évolue. Donc la figure de la personne en situation de handicap se révèle multiple. Elle renvoie aussi bien à des situations pérennes en lien avec des déficiences natives ou survenues au cours de la vie, ponctuelles, mais elle inclut également différentes formes de vulnérabilité et de fragilité, que cela soit celles s'installant avec l'âge, population croissante des seniors, ou celles issues d'une situation sociale particulière, comme par exemple dans le cas de l'illectronisme, en tant que forme d'illettrisme associée au numérique. Et donc c'est cette dernière situation qui va nous intéresser plus particulièrement avec l'avènement des FOAD. Toute personne, tout étudiant du supérieur peut être potentiellement en situation de handicap vis-à-vis des usages numériques.
Nous parlons alors ici des fractures numériques d'équipement, mais surtout d'usage, ou plutôt de la typologie connectée, éloignée, déconnectée, comme le disait Pascal tout à l'heure. Donc ce changement de regard est capital dans le sens où il déleste la personne d'une responsabilité liée à des déficiences pour interpeller et questionner l'environnement, au sens large du terme, comme pouvant être source de handicap et donc d'inégalité. Il s'agit dès lors de penser les écosystèmes numériques dans leur accessibilité à toutes les personnes et à chacun, et d'envisager quels sont les risques, mais aussi les solutions pouvant être proposées afin d'améliorer la participation de tous, et j'ajouterai l'intégration du savoir par tous, y compris dans un environnement de formation numérique. Je me suis alors penchée sur les définitions qui sont données pour le terme de la conception universelle de l'apprentissage. Je vous en expose une sur l'écran. La conception universelle d'apprentissage est un ensemble de principes liés au développement du curriculum qui favorise les possibilités d'apprentissage égales pour tous les individus. La pédagogie universelle offre un canevas pour la création des buts, des méthodes d'évaluation et des matériels éducatifs qui fonctionnent pour tous les individus. Il ne s'agit pas d'un modèle unique qui s'applique à tous, mais plutôt d'une approche flexible qui peut être faite sur mesure ou ajustée pour les besoins de l'individu. Donc, ce qui a plus particulièrement retenu mon attention dans cette citation est l'approche flexible à laquelle les auteurs font référence. Donc, de quoi il s'agit ? En faisant des recherches sur l'approche flexible, j'ai réalisé que ce terme a été notamment utilisé dans les cadres suivants. Du côté des apprenants, un dispositif flexible est un dispositif dont la principale propriété est d'ouvrir à l'apprenant des libertés de choix, afin qu'il puisse exercer un contrôle socio-organisationnel et pédagogique sur sa formation et sur ses apprentissages. Jézégou utilise le terme du degré d'ouverture d'un dispositif pour définir la flexibilité de sa structure. Jézégou et Jérôme Hainaut qui travaillent aussi sur ça. Simonien étudie l'affordance socioculturelle des objets techniques, azote, pour mieux appréhender la façon dont une situation éducative peut devenir affordante, afin d'ouvrir des possibilités d'action à l'apprenant dans des environnements médiatisés. Et un environnement flexible laissera des libertés d'action et d'improvisation aux apprenants dans les espaces numériques, afin qu'ils fassent des choix pertinents en lien avec leurs besoins singuliers et en fonction des aléas de leur propre vie. Donc, selon Bourdet et Leroux, l'apprenant s'approprie l'environnement numérique éducatif à sa façon, avec de la maladresse, mais aussi toute la valeur d'efficacité que ce processus représente. Donc, un environnement flexible renvoie à des possibilités d'action offertes aux apprenants. Donc, je fais ici référence aussi, entre autres, aux théories de capacité, pouvoir d'agir, empowerment, environnement capacitant qui a évoqué Pascal. Mais pour ce faire, un accompagnement de la part du formateur est nécessaire. L'étude que j'ai effectuée en 2020 auprès des 7 formateurs d'adultes à distance montre bien cet enjeu et propose quelques éléments de réponse et de réflexion à notre problématique. Plus précisément, elle a montré que la flexibilité du dispositif du FOAD correspond à la possibilité offerte aux formateurs de créer subitement et sans préparation et d'articuler judicieusement la didactique de contenu et l'accompagnement expérientiel des personnes. Alors là, j'introduis le concept de l'accompagnement expérientiel. Pour faire vite et ne pas aller trop loin sur le concept, je vous propose d'utiliser quelques mots autobiographiques pour que je puisse expliciter ce concept de la formation expérientielle. Donc, c'est il y a 10 ans, 9 ans, quand je suis arrivée en France, en tant que primo-arrivante, donc je ne parlais pas du tout français et il fallait que j'apprenne le français pour survivre dans cet nouvel environnement. Pour ce faire,
j'ai pris des cours de français dans une association des langues à Tours, donc 7 heures par semaine, 2 fois par semaine. Voilà. J'ai appris le français, donc j'ai obtenu le diplôme niveau C1 pour ceux qui connaissent les échelles européennes, au bout de 8 mois. Je vous laisse deviner combien de temps j'ai mis pour apprendre l'anglais. 8 mois pour le français en France, 15 ans pour l'anglais en Grèce, donc dans ma vie, dans mon pays natal, 15 ans pour obtenir le même niveau, le C1, même diplôme, etc. Pourquoi ? Donc je me suis questionnée, je profitais de mon master ici à Tours sur l'accompagnement pour travailler cette question. Et j'ai réalisé finalement que ce que je vivais, c'était une formation expérientielle, c'était une formation par alternance. C'est-à-dire que tous les jours, je vivais des situations problématiques et à l'association, au centre de formation, ce qu'on faisait, c'était des retours réflexifs sur les vécus, sur des situations problématiques vécues pour aller vers la théorie. Concrètement, en Grèce, j'allais à la salle, au centre de formation, on me disait « Aujourd'hui, on va prendre le participe passé ». Je disais « Ok », je sortais j'écrivais le participe passé. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas à quoi ça sert, voilà, mais j'apprenais par cœur. En France, j'arrivais à l'association, on me disait « Qu'est-ce que tu as vécu hier ?» Donc je disais « Bon, hier, j'ai essayé d'acheter une baguette et je n'ai pas pu. » Ok, qu'est-ce que tu as dit? Donc là, je faisais ma phrase, on me disait « Ah, là, il y a un problème de participe passé et un problème de syntaxe. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le participe passé. » Et là, j'étais présente. Ok, je veux bien apprendre le participe passé, non seulement parce que ça venait d'une expérience vécue personnelle, mais aussi parce que demain, j'avais besoin pour acheter finalement ma baguette. Donc ça, c'était vraiment les principes de base d'une formation par alternance, d'une formation expérientielle et que j'ai vécue et que m'a permis ensuite, lors de ma thèse, de la travailler dans des environnements numériques, de la formation ouverte à distance, car j'ai vécu aussi des formations à distance où j'étais vraiment derrière mon écran en solitude, sans aucun accompagnement de mes expériences. Et donc, je mets l'hypothèse que l'accompagnement, accompagner les expériences des apprenants qui se forment à distance, serait une piste pour permettre l'accessibilité numérique. Et donc, l'étude de 2020 m'a permis d'interroger 7 formateurs sur la façon dont ils accompagnent les expériences des apprenants qui se forment à distance. Les résultats ont montré que certaines actions permettraient une flexibilité plus importante du dispositif et donc une accessibilité numérique et une intégration du savoir par tous les apprenants. Premier constat, le besoin d'un accompagnement des apprenants à apprendre à distance. C'est-à-dire, la façon d'apprendre d'une formation, lors d'une formation ouverte à distance change par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire dans une salle classique. L'environnement éducatif change, les rythmes changent. Nous devons apprendre avec des temporalités et des rythmes différents, dans des espaces différents, et surtout avec l'utilisation de nouvelles technologies. LMS, logiciels, plateformes numériques. Et donc, tous nos apprenants ne sont pas forcément familiers de ces outils, à contrario de l'idée reçue de digital natives que nous avons pour les jeunes générations. Et donc, un accompagnement est nécessaire afin de permettre à l'apprenant de conscientiser les stratégies pédagogiques et organisationnelles qu'il doit mobiliser pour réussir sa formation. Comment j'apprends à distance ? Quand est-ce que j'apprends mieux? Le soir, le matin, avec quel outil et pourquoi? Il faut donc un accompagnement à la réflexion de stratégies que chacun et chacune d'entre nous met en place pour réussir sa formation à distance. Deuxième constat, il est important d'offrir la possibilité aux apprenants de créer leur propre ensemble technique. Je fais aussi référence à Simondon, donc 1958. Dans une formation ouverte à distance, des outils institutionnels sont proposés. Si nous prenons l'exemple d'un LMS, comme Moodle, nous pouvons y trouver des forums, des chats et tout autre outil proposé par la plateforme. Or, certains outils ne correspondent pas aux besoins
voire aux capacités ou encore habitudes des apprenants. Donc un dispositif flexible, inclusif, serait un dispositif qui permet aux apprenants de créer leur propre ensemble technique, comprenant des outils institutionnels et institutionnels, hors institution. Je vous donne un exemple précis dont m'a parlé un des formateurs interviewés. Il avait, sur Selene, souhaité ouvrir un espace chat. Donc un espace chat sur Selene, ça veut dire pendant une temporalité déterminée, en amont, on se met tous ensemble en ligne, on échange. Le mercredi 16 juin, de 17h à 18h, on se retrouve en ligne pour échanger. Or, les apprenants ont finalement fait appel à un objet institutionnel, hors institution, qui était l'application WhatsApp, car elle était plus adaptée à leurs besoins, aux objectifs de l'activité. Ils ont ainsi formé eux-mêmes leur propre ensemble technique, comprenant des outils institutionnels proposés par les formateurs, qui ont été préparés, conçus dans les scénarios, pensés en amont, etc. Mais aussi, ils ont eu la liberté d'action, la possibilité d'aller chercher autres outils, de dire non à certains outils, pour créer leur propre ensemble technique. Le formateur en question nous dit qu'ils ont besoin de travailler sur cet espace, donc WhatsApp, qui était le leur, qu'ils avaient déjà dans leur dynamique du groupe, qui les rassemblait. Ils avaient besoin d'utiliser celui-là. Donc, nous remarquons aussi que le rôle du formateur, gestionnaire de la plateforme numérique, est ici d'accompagner les usages aux objets techniques, qui deviennent des instruments, faire des retours réflexifs auprès des étudiants afin de repérer ce qui fonctionne ou pas et donc d'être flexible pour s'adapter aux besoins des apprenants. Il doit ainsi être prêt à modifier l'environnement numérique, initialement construit suivant les intentions institutionnelles, pour l'adapter à ce qu'on appelle les affordances réelles des utilisateurs. Donc le formateur n'est pas considéré comme un acteur isolé, mais comme faisant partie d'un collectif, car les actions et décisions prises de la part des apprenants l'amènent à reconfigurer l'environnement éducatif. Dans notre cas, dans cet exemple-là, le formateur a été amené à arrêter l'utilisation de l'outil chat sur Moodle en laissant place au groupe WhatsApp et en acceptant de ne pas faire partie des échanges intra-groupes. Troisième et dernier constat, la faible prescription d'un scénario pédagogique permet plus de liberté d'action par les apprenants. Alors, dans notre métier d'enseignant supérieur, nous sommes amenés à concevoir des cours. Pour ce faire, nous utilisons les scénarios pédagogiques, qui permettent donc de définir, avant même la diffusion du cours, ces différents éléments, objectifs, activités, outils numériques, etc. Un scénario très fortement prescrit, c'est-à-dire que la manière dont les objets pédagogiques et techniques ont été pensés par le formateur est transmise d'une façon claire, structurée et détaillée aux apprenants. Alors, voilà ce que j'ai conçu, je vous l'explique, vous l'appliquez. Conduirait à favoriser le préconstruit, le fictif, au détriment du réel des apprenants. Alors, réel des apprenants, c'est-à-dire ce qui se passe concrètement quand l'environnement numérique préparé est mis entre les mains des individus qui ont leurs habitudes, leurs expériences, leurs objectifs individuels et collectifs. Donc, dans le cas d'une faible prescription du scénario pédagogique, nous dit l'étude, plus de liberté d'action, de choix, de coopération, de réflexion est donnée à l'apprenant, permettant l'appropriation de l'environnement numérique. Et dans ces cas, il est possible aussi que l'apprenant déclare lui-même le besoin d'un accompagnement afin de se mettre en confiance et de s'assurer de la bonne manière de faire. Ou encore développer des stratégies collectives, coopératives pour la compréhension et la mise en main du dispositif. Les réflexions donc exposées ci-avant nous amènent à penser l'accompagnement expérientiel des apprenants lors de leur formation ouverte à distance. Et afin de rendre nos cours accessibles à tous les apprenants, nous devons les co-construire avec eux. Et là, je fais un clin d'œil à l'anthropologie de la participation de Génard que Pascal a évoqué tout à l'heure. Nous devons placer l'individu, apprenant, adulte, au centre de sa démarche de formation, lui faire confiance
et donc se mettre à côté de lui pour aller où il va en même temps que lui, comme le dit Maëla Paul. Merci beaucoup. Donc j'aurais une question moi pour Melpomene. Il y avait une réflexion sur l'accompagnement expérientiel qui est indispensable pour la médiation avec notamment les artefacts numériques. Du coup, je me demandais, est-ce que tu as des éléments de réponse sur la problématique un peu technique de sa mise en œuvre dans l'université et dans l'enseignement supérieur? C'est-à-dire à la fois la question du tutorat et de l'accompagnement peut-être par les enseignants dans la prise en main de ces outils. Merci François. Alors, comme tu as vu, la recherche effectuée vise vraiment de répondre à la question plutôt des méthodes pédagogiques et surtout de l'accompagnement pédagogique, l'accompagnement expérientiel. Et donc, on est effectivement moins sur les outils concrets ou l'organisation concrète. Ce qui a été dit par les formateurs, en tout cas la façon dont je l'ai analysé, je l'ai interprété, c'est qu'il faudrait qu'on puisse comprendre et que chaque apprenant puisse lui-même comprendre comment il apprend à distance pour qu'on puisse ensuite l'accompagner en utilisant, en mobilisant les bons outils, les bonnes méthodes qui vont lui permettre d'avancer. Donc c'est pas forcément, il faut plutôt utiliser un chat qu'un forum, ou, etc. Mais faites accompagner les apprenants à comprendre eux-mêmes comment ils apprennent à distance et les spécificités de chacun pour pouvoir adapter les outils ou leur permettre de faire le bon choix d'outils. Donc peut-être une solution technique, ça serait effectivement la mise à disposition d'une pluralité d'outils et donc d'un environnement flexible qui permet à l'apprenant de faire le choix de l'utiliser ou pas, ou voire changer la façon dont l'utilisation de l'outil a été pensée en amont par le formateur. Et donc, en fait, la fin de cette étude-là montre qu'il faudrait penser et co-construire avec les apprenants toute l'ingénierie pédagogique d'une formation à distance, d'une formation numérique, de la partie institutionnelle, politique, jusqu'à la partie pédagogique de face à face, en passant par la conception et l'ingénierie pédagogique. Donc en fait, c'est co-construire, impliquer l'apprenant pour que lui, il puisse nous dire comment il apprend et donc qu'on puisse adapter avec lui l'environnement. Oui, pour Melpomene aussi, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'importance de la co-construction, j'ai une question très appliquée de conceptrice de cours, distancielle. Quand tu conçois un scénario pédagogique, tu es obligé de le faire de manière assez structurée en amont. Mais ce que tu nous dis, et tu as raison aussi, c'est qu'il faut qu'il soit suffisamment souple pour que l'étudiant puisse naviguer, on va dire, au sein de ce scénario pédagogique. Et là, je vois quand même une difficulté technique appliquée, qui est que chaque étudiant est différent, et notamment en termes d'autonomie. Et ce que tu disais, il faut que l'étudiant puisse nous dire comment il apprend, mais il y en a plein qui sont incapables de nous dire comment ils apprennent. Et donc, il y a un accompagnement qui est peut-être à faire même en amont. Et il y a tellement de profils différents du bon étudiant, entre guillemets, qui est réflexif sur sa pratique, qui sait l'améliorer, et puis de l'étudiant complètement paumé, qui a zéro autonomie, et à qui on ne pourra pas demander finalement d'adapter son scénario pédagogique à ses besoins, puisqu'il ne les connaît pas. Et là, je ne sais pas comment est-ce qu'on répond à toute cette variabilité du hyper autonome au zéro autonome, nous, à distance en plus. Très bien. Et alors, il y a un premier élément de réponse qui s'adresse aux enseignants-chercheurs et qui est de faire de la recherche, recherche-action, recherche coopérative, d'impliquer les apprenants à cette réflexion. Comment fait-on? Comment apprenez-vous? De quoi avez-vous besoin? Et grâce à ça, d'une année à l'autre, pouvoir adapter et donc rendre donc, notre scénario plus inclusif. Un deuxième élément de réponse, et un peu provocateur, c'est que le meilleur cours, c'est le cours le moins bien préparé. Chose qu'on peut faire très bien, alors très bien, ça demande quand même une compétence énorme, en présentiel. J'arrive, j'ai rien de préparé, je dis problématisons ensemble, voilà le thème de la journée,
Et à partir de vos expériences, c'est la discussion qui va nous amener à aller chercher le contenu qui vont vous intéresser. Là, formation expérientielle, c'est ce que je faisais. J'en arrivais, la formatrice n'avait rien préparé. Elle me disait que ce que tu as vécu, de quoi tu as besoin. Et là, on va chercher dans la boîte à outils telle théorie, telle théorie. Et donc, on inverse la logique classique où on dit j'ai un scénario construit, je le suis, j'arrive avec mon cours, je file mon PowerPoint, vous notez, vous apprenez et on se retrouve la semaine prochaine. Donc, disons que si on est conscient de cette autre méthode d'enseignement, on peut, dans la construction du scénario, la penser et donc laisser peut-être des trous, laisser des blancs, laisser des espaces où il va y avoir le pouvoir d'agir, d'action de l'apprenant qui va prendre le dessus. Et ça, on peut effectivement le faire aussi à distance, mais il faut que nous, on soit conscients et qu'on puisse créer et laisser ce vide à la disposition des apprenants. Merci beaucoup. Je vais vous demander d'applaudir nos deux intervenants, s'il vous plaît.